Au départ, il avait tellement rien à faire que ça ne plaisait pas à nos clients, donc on leur a dit « Ok, on vous laisse faire 2-3 choses quand même pour rassurer », et c'est un élément de rassurance pour eux. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Quel est ton levier. Je reçois aujourd'hui Amaury Delarose, qui est le cofondateur de l'entreprise d'email marketing Kiliba. Bonjour Amaury, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, tu es le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Kiliba. Donc vous êtes une solution logicielle en fait, de marketing automation. En tout cas, c'est la manière dont je le définis, mais tu pourras nous dire exactement comment tu le définis. Vous avez aujourd'hui près de 45 collaborateurs, il me semble. Vous avez été créé en 2018 et vous avez une croissance très rapide depuis ce moment-là. Vous avez récemment annoncé un tour de financement à hauteur de 7 millions d'euros. Tu as une histoire assez intéressante parce que tu as vraiment déjà de l'expérience dans la construction d'une agence à la base et tu as fait ce que tout le monde rêve de faire, c'est passer de la prestation de service à la construction d'un SaaS. Et en plus, tu as une grosse XP sur toute la partie go-to-market sales. Voilà, au fil de la conversation, j'aimerais bien qu'on puisse aborder ça parce que je pense que tu as des insights hyper intéressants là-dessus. Est-ce que tu peux te présenter déjà comment t'en es arrivé là et nous parler de Kiliba également avec tes mots du coup. Oui, bien sûr. Donc moi je suis Amaury Delarose, donc le cofondateur de Kiliba. Cofondateur parce que je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai fait avec Arnaud Becker, mon associé, qui est mon associé historique depuis 10 ans, puisqu'en fait la petite histoire c'est qu'avec Arnaud on s'est rencontrés à l'époque chez Emailvision qui était le leader européen de l'email marketing. On était tous les deux des commerciaux, Arnaud était mon chef des ventes et moi j'étais commercial. On a eu un énorme coup de cœur business ensemble et donc en 2012, en se rendant compte que nos clients, les clients d'Emailvision avaient certaines difficultés pour mettre en place du marketing automation, on s'est dit on va créer une agence qui va accompagner les clients dans l'utilisation des logiciels d'email marketing. Donc c'est ce qu'on a fait en 2012 en créant Bellacom, qui est une agence de communication donc spécialisée en marketing relationnel, qui existe toujours, qui fait 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui a une trentaine de collaborateurs. Et puis de fil en aiguille, au début on accompagnait les clients que sur Emailvision, aujourd'hui on les accompagne sur un panel de 8 plateformes. Et voilà. Et en fait en 2014-2015, on s'est rendu compte que nos clients avaient encore du mal, malgré un accompagnement, à mettre en place le marketing automation. Et donc on a essayé de chercher des solutions. On s'est dit on va proposer à nos clients de le faire pour eux, parce qu'à la base c'était les clients qui le faisaient tout seuls dans le logiciel. Avec un tout petit peu d'accompagnement. Donc là, c'était carrément de la sous-traitance. Certains ont dit « Ok, on vous sous-traite, donc moyennant évidemment finance », et d'autres nous ont dit « Bah non, c'est un peu trop cher. Sur un marché de PME, parfois, c'est pas évident de donner 5, 10, 15 000 euros à une agence pour mettre en place un marketing automation ». Et en 2017, je suis parti aux États-Unis dans un voyage qui avait comme thématique l'intelligence artificielle. Et donc là, j'ai réalisé qu'en fait, avec les algorithmes, on pouvait faire plein de choses. Et que si on mettait en place une solution d'email marketing qui se brancherait directement au site internet du marchand, grâce aux algorithmes, on pourrait intégralement automatiser tous ces scénarios qui sont des scénarios de type relance de panier abandonné, anniversaire, post-visite sans achat, etc. Voilà, donc ça c'était l'idée en 2017, c'est passé 5 ans entre l'idée et l'exécution plus que correcte aujourd'hui. Voilà, donc voilà en gros l'histoire de comment est-ce qu'on en est arrivé là avec Arnaud. Avec la création de Kiliba. Et du coup, en fait, aujourd'hui, Kiliba, c'est finalement, vous branchez ça à des CMS directement. Oui. Et derrière, ça automatise, en fait, avec la base de données du commerçant, ça va automatiser toutes ces communications par email. Exactement. En fait, le principe, il est hyper simple. Je suis marchand. Par exemple, j'ai PrestaShop comme CMS. Je vais pouvoir télécharger le module Kiliba. Là, on va récupérer les bases de données achats, membres et produits. Et en l'espace de 10 minutes, le marchand va pouvoir activer des scénarios comme tu actives des notifications sur ton téléphone. Donc le scénario, par exemple, relance de panier abandonné. Il y a aujourd'hui entre à peu près 25 scénarios qui sont dans Kiliba. Et en l'espace de 10 minutes, résultat, ils sont activés. Voilà. Et le lendemain, alors évidemment, il faut le temps que les algos se mettent en route, mais le lendemain, il y a les premiers emails qui partent. Donc dans une solution A, qui était la solution avant, le marchand mettait à peu près 2 ans à mettre en place jusqu'à 25 scénarios de marketing automation.
Et aujourd'hui, grâce à Kiliba, il va mettre 10 minutes. C'est Il y a un double avantage. Mmh. Et là, comme ça, on a l'impression que c'est principalement pour le marketeur du marchand. Mais l'énorme avantage, il est aussi côté internaute, qui en fait aujourd'hui reçoivent plein d'emails et qui sont complètement débordés, enfin dépassés par la volumétrie des emails qu'ils reçoivent. Et d'ailleurs, on est tous un peu saoulés de tous ces emails qu'on reçoit. Mais, et donc ça, là où c'est un cercle vertueux, c'est que les internautes sont beaucoup plus satisfaits de la qualité des messages qu'ils reçoivent parce que mieux ciblés, au meilleur moment. Et donc on a des taux d'ouverture qui sont 3 fois supérieurs aux moyennes du marché dans les stats de Kiliba. Donc à la fois c'est moins cher, plus rapide à mettre en place, plus efficace. Oui, alors c'est moins cher parce que forcément quand tu payes des prestations à une agence pour le faire, ça coûte de l'argent. Ou alors, tu peux avoir des e-commerçants qui vont recruter des gens hyper experts pour le faire, mais là, on sait tous que ça coûte aussi très cher. Et donc globalement, on est sur des abonnements à quelques centaines d'euros par mois. Et c'est vrai que là, on le voit dans un tissu économique global qui devient un peu morose quand même, qu'en fait, Kiliba est une véritable solution à la crise, puisque ça permet d'aller très vite chercher du ROI et des ventes, là où normalement ça aurait pris plus de temps en dépensant plus d'argent. Voilà. Mais ce qui est intéressant, si je dézoome un tout petit peu, c'est que toi, tu as fait ta carrière dans l'emailing au final, tu as juste poursuivi ce fil conducteur, déroulé ce fil. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je veux faire complètement autre chose, ou ça a été vraiment naturel, du style, en fait, je connais cette industrie, j'ai envie d'y aller encore plus en fait. Alors, c'est vrai que quand j'étais petit, je ne me suis pas dit que je rêverais de travailler dans l'email marketing. J'ai fait une école de commerce. Au début, moi, j'ai commencé chez Xerox. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rejoint Email Vision. Et puis après, on a créé Bellecom, etc. Ce n'était pas ma vocation première. Maintenant, quand tu commences à bosser là-dedans, tu te rends compte du potentiel. Enfin, déjà, il y a un potentiel économique qui est énorme. Il faut savoir que quand un marchand envoie une campagne, ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, c'est un milieu où il y a une économie qui est quand même vertueuse. Le e-commerce n'arrête pas de croître, donc forcément avec de plus en plus de data. En face des marketeurs qui sont de plus en plus demandeurs de conseils, d'accompagnement, parce que ça devient très stratégique pour eux. Donc c'est vrai que d'un point de vue économique, c'est un secteur qui est hyper porteur. Et je suis très heureux aujourd'hui d'accompagner les clients. On répond vraiment à des vrais points de douleur de la part des marchands. C'est un vrai problème pour eux de réussir à envoyer le bon email à la bonne personne et au bon moment. Je suis toujours surpris parce que c'est vrai que on a souvent prédit la mort de l'email, etc. Et finalement, je crois que les volumes en fait ne cessent d'augmenter. C'est le contraire qui se passe, même avec un Slack, mais etc. On continue à envoyer plus de mails. Et c'est vrai que je ne sais pas si tout le monde se rend compte de ça, si des personnes en tout cas qui sont non commerçantes et parfois même des commerçants plus petits, mais de la puissance et du ROI de l'emailing sur certaines catégories produits, c'est quoi, jusqu'à 30%, 40% du chiffre d'affaires et de manière ultra rentable parce que sur base déjà acquise en fait, donc hyper rentable, quoi. Alors c'est surtout que le monde de l'email n'est pas, pour la majorité on va dire, n'est pas à la performance. Donc en fait quand tu as un abonnement à une plateforme d'email marketing, quelle qu'elle soit, en règle générale, soit tu payes aux membres hébergés dans ta base de données, soit tu payes à l'email envoyé. Mais tu ne payes jamais à la performance. Donc résultat pour le marchand, effectivement, il y a un ROI parfois qui est complètement délirant. Et tant mieux pour eux, on est hyper content de ça. Et c'est vrai que l'email est un canal qui n'est pas toujours très bien perçu. Maintenant, moi, ce que je dis toujours, c'est que les gens me disent « Ah, mais moi, je lis jamais mes emails. » Alors, je leur dis « Ok, est-ce que tu as une passion ?» Alors, les gens me disent par exemple, oui, j'ai une passion de l'équitation. Je dis « Ok, quand tu reçois un email d'un site e-commerce, on ne va pas en citer, mais qui vend du matériel d'équitation, a priori, tu vas l'ouvrir parce que tu es passionné d'équitation. » Voilà. Évidemment, si tu n'es pas du tout passionné de cuisine et que tu reçois un email avec des casseroles, tu ne vas pas l'ouvrir. Voilà. Et à ce moment-là, les gens disent « Ah oui, c'est vrai que celui-là, l'email, je l'ai ouvert. » Et ben voilà. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a ouvert? Parce qu'il a été envoyé au bon moment pour la personne. Et de là, on récolte beaucoup d'informations qui sont très intéressantes pour les marketeurs. L'exemple que je donnais toujours dans le domaine de l'équitation, il y a 2 catégories de cavaliers. Il y a ceux qui montent à cheval en club et puis il y a ceux qui sont propriétaires de chevaux. Le matériel que tu vas vendre à ce type de cavalier est complètement différent. Voilà. Et donc, quand tu es un site e-commerce qui vend du matériel d'équitation, tu ne peux pas parler de la même manière aux 2 personnes. Et comme il y a beaucoup de data à gérer, les gens ne disent pas forcément je suis propriétaire ou alors je monte en club. Et c'est là où les algorithmes vont avoir beaucoup d'importance et on va arriver à avoir une communication beaucoup plus fine. Et surtout que tu es aussi dans un permission marketing, donc finalement tu as accepté toi en tant qu'utilisateur
cofondateur de recevoir cette communication dans ta boîte de réception, tu vas passer du temps à ouvrir ce mail, à le regarder. Donc tu as aussi un temps d'attention qui est beaucoup plus fort et tu es beaucoup plus engagé qu'une publicité qui va passer sur une bannière ou dans un feed d'actualité. Parce que là, tu ouvres et voilà, tu es sur le mail à un moment donné, quoi. En tout cas si tu l'as ouvert. Il y a un point qui est très important à préciser, c'est que nous ne travaillons que dans l'email marketing de fidélisation. Et par conséquent, nos clients communiquent auprès de leurs clients. Ou alors des gens qui ont marqué un intérêt pour la marque en s'inscrivant à la newsletter ou en créant un compte. Tu peux créer un compte sur un site e-commerce et ne jamais commander. Mais en tout cas, effectivement, tu as montré un intérêt pour le site. Et par conséquent, quand le marchand va envoyer une communication à sa base de données, l'intégralité de la base de données, déjà, connaît le marchand, et deux, et d'accord, on est évidemment dans toutes les règles RGPD où chaque personne qui reçoit un email est opt-in et a dit bah oui, j'accepte de recevoir les emails. C'est quand même un marqueur d'intérêt très fort au final. Et du coup, dans votre stratégie de développement, donc, je sais que vous êtes passé par en fait, vous avez un modèle B2B avec Bellacom et en fait donc, vous passez sur un logiciel. Comment est-ce que vous avez démarré vos activités sales et marketing? Vous avez dit est-ce qu'on réplique ce qu'on fait sur Bellacom ou nous en fait on va essayer de vendre en ligne? Comment ça s'est passé? Alors, pour la petite histoire, donc nous avec Arnaud on est des commerciaux, on a toujours vendu en phoning, en envoyant des emails à nos prospects. Et en fait, ça faisait une petite dizaine d'années qu'on faisait ça et on se disait, ça doit quand même être trop cool de vendre juste sur Internet sans avoir d'action commerciale où parfois tu en as un peu ras le bol des sessions de phoning et voilà. Et donc, au début, Kiliba, on avait l'intention de faire un logiciel SaaS uniquement en PLG, donc Product Led Growth, c'est-à-dire qu'en communiquant sur Internet, on espérait avoir des clients qui arrivent tout seuls. Ça, c'était en septembre 2019, donc on vendait des tout petits abonnements, voilà. Et le bilan en septembre 2020, c'est qu'on s'est complètement planté. Il ne restait plus beaucoup d'argent sur le compte de la boîte. Et là, on s'est dit, OK, il y a deux options. Soit on ferme, on arrête, soit on va juste faire comme on sait faire nous. On va reprendre nos téléphones, on va appeler des clients ou des prospects et on va leur expliquer comment fonctionne Kiliba pour signer des contrats. Voilà. Et en gros, entre septembre 2019 et l'été 2020, avec accessoirement les confinements entre les deux, on a réussi à passer de 3 000 € de MRR qu'on avait fait l'année d'avant, donc de septembre 2019 à septembre 2020, 3 000 €. Et en gros, septembre 2020, septembre 2021, on est monté jusqu'à 25 000 € de MRR. Voilà. Donc là, ça y est, on a dit c'est bon, c'est parti. On avait donc un certain nombre de clients qui nous permettaient qui nous disaient mais Kiliba c'est trop bien. Voilà, alors évidemment au début c'était les débuts de Kiliba donc il y avait beaucoup de choses qui étaient perfectibles. Et là vous étiez rentable à ce moment-là ou quand vous avez commencé à faire 10-20K de MRR voilà, exactement. En fait c'est ce qui était dingue, c'est qu'à ce moment-là on a flirté avec la rentabilité parce que mine de rien, en fait on était une PME qui faisait 300-400 000 € de chiffre d'affaires avec très peu de collaborateurs. Voilà, on avait très peu de devs, on avait un sales. Voilà. Et donc on a flirté avec cette rentabilité. Et en juin 2021, on a constitué un board pour Kiliba qui est donc Geoffroy Debec-Delièvre, le cofondateur de Marco Vasco, Bertrand Jensperger, le cofondateur de La Fourchette et Thibaut Delarose, le cofondateur de Back Market. Et nos trois business angels nous ont dit là, il faut aller chercher une levée de fonds si vous voulez vraiment scaler et devenir leader européen et pourquoi pas leader mondial demain. Et donc, qui dit scaler comme ça, dit là, il n'y a plus de sujet d'une boîte rentable parce que sinon tu perds trop de temps. Et face à la concurrence mondiale, il faut aller beaucoup plus vite. Mais comment tu t'es dit déjà je constitue ce board en fait? Est-ce que c'était quelque chose qui était que vous vouliez faire ou c'était... Alors ça c'est lié à... Enfin depuis qu'on est entrepreneur avec Arnaud, on fait beaucoup de déjeuners avec d'autres entrepreneurs, on discute beaucoup avec des gens qui ont plus d'expérience que nous. Et puis il y a certaines personnes qui... Au fur et à mesure des discussions, nous ont orientés vers ça. Et moi, j'étais convaincu que pour réussir ce pari, il fallait qu'on soit entouré des meilleurs. Et voilà, et je pense que tout seul, tu vas plus vite, mais ensemble, tu vas plus loin. Et donc, en gros, le fait d'avoir ce board autour de nous, c'est clair que ça nous a propulsé. Mais est-ce que tu l'aurais fait sur Bellacom étant votre première entreprise ou c'est plus via la deuxième entreprise, vous vous êtes dit en fait ce qu'on a peut-être mal fait ou pas
voilà, Ouais. on n'a peut-être pas structuré ça de la même manière. On voit que c'est intéressant d'y aller comme ça sur la deuxième boîte. Ouais. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que j'aurais fait sur Bellacom? Bellacom, on l'a créé, on avait 27 ans. Et franchement, on n'y connaissait rien au business. On était des commerciaux, on savait juste vendre. Les débuts de Bellacom, quand je repense aux premiers mois, c'était quand même assez folklorique. Donc, on a commencé comme ça et de fil en aiguille, on s'est rendu compte on a découvert un peu l'économie, on a découvert le business. Et donc non, Bellacom, on n'était pas dans une boîte, on avait vocation à lever des fonds et donc à se diluer. C'est une PME qui ne travaille aujourd'hui qu'avec des boîtes en France et qui a par contre une très belle croissance. Voilà, mais c'est le modèle qui est opposé à la start-up et ça qui est hyper intéressant. Et d'ailleurs, c'est ça qui a en partie convaincu nos fonds d'investissement, c'est qu'on sait ce que c'est que l'économie rentable, on sait ce que c'est que de dépenser 1 euro, et donc résultat, quand on a beau être une start-up qui n'est pas rentable et qui est financée par des fonds d'investissement, on a vraiment cette culture aussi derrière. On a cette culture, ouais, ça. Ouais. Et donc je reprends, donc là vous passez de 3 à 25K de MRR. C'est ça en l'espace de 12 mois, quoi. Donc vous rajoutez 2K de MRR par mois. Donc vous préparez ce board et cette levée de fonds. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que finalement, de là, vous continuez à scaler très fort, en fait, les 12 mois d'après, c'est ça En fait, entre septembre 2021 et là, quasiment septembre 2022, en gros, on est passé de 20 000 euros de MRR à 100 000 euros de MRR. Donc là, il y a une croissance qui a été impressionnante. Par la satisfaction de nos clients qui en parlaient et qui, résultat, il y avait un effet boule de neige. Et deux, parce qu'on n'a rien lâché sur la partie commerciale. Ce qui est intéressant par rapport à une discussion, c'est que cette croissance, on l'a fait sans marketing. C'est-à-dire qu'on l'a fait qu'avec des commerciaux qui prospectaient un peu entre guillemets à l'ancienne. Sur des fichiers. Sur des fichiers, par téléphone et principalement, et par email aussi, en envoyant des emails très personnalisés. Voilà, mais avec très peu de marketing. On avait une personne de marketing qui aidait un peu les commerciaux, mais voilà, aujourd'hui on a 5 personnes de marketing, tout ça n'a rien à voir. Et en fait, vous, c'est structure, donc lead SDR, SDR AE. Oui. Alors ça, on l'a mis en place assez récemment, parce qu'au départ, notre manière de fonctionner avec Arnaud, c'était qu'un commercial sourçait tout seul ses pistes, tout seul. Phoner tout seul, prospecter et signer tout seul. Voilà. Ça a un avantage, c'est que quand tu es passionné d'équitation, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, en fait, tu vas chasser les sites d'équitation où tu connais super bien. Et donc, résultat, quand tu as des barrages secrétaires ou quand tu parles à des gens, tu vas les attirer tout de suite sur des thématiques que tu connais. Et donc, ça montre à ton interlocuteur que tu es passionné par son métier. Voilà. Maintenant, le monde change et évolue. Donc, on s'est adapté, évidemment. Et donc, aujourd'hui, on a une partie de SDR qui va prospecter par téléphone. Donc, ils sont très concentrés sur la prise de rendez-vous. Et après, en fonction de la typologie des comptes, soit pour les tout petits comptes, ils peuvent aller au bout et signer pour quand même leur donner la visibilité sur un cycle de vente complet, soit ils passent le relais à des comptes exécutifs qui sont un peu plus seniors. Voilà. Mais les comptes exécutifs ont aussi des sessions de phoning parce qu'on trouve ça important qu'ils gardent, la main sur le terrain et sur le contact avec la prospection. Et en fait, ce que tu me disais, c'est que vous voyez vraiment aussi donc là, vos objectifs de croissance, ça va être de refaire un x3. Oui, c'est ça. Ouais. Donc passer à 300 000 de MRR. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, notre objectif, c'est donc de faire 300% de croissance. On est à 1 million d'euros d'ARR, donc de revenus récurrents annuels. Notre objectif, c'est d'aller chercher 3 millions d'euros d'ARR et donc 250 000 euros de MRR, de revenus récurrents mensuels. Toi qui as un peu plus maintenant de visibilité sur le secteur du SaaS en France, etc., quelle est l'étape d'après ces 3 millions? Moi, j'ai des retours un peu divergents. J'ai l'impression que sur la France, peut-être dépasser les 15-20 millions d'ARR, ça commence à être très compliqué. À quel moment tu lances d'autres pays où tu commences à vraiment regarder ailleurs parce que tu sens que ton marché le colle? Ou alors, est-ce que tu lances un nouveau service? Quelle est la bonne Alors nous, en fait, ce qui est assez intéressant par rapport à la discussion des pays, c'est que aujourd'hui, Kiliba se branche à PrestaShop, à Magento et à Shopify. Et résultat,
ce sont un peu nos pays. Naturellement, ça. Ce sont un peu nos pays. Moi, mon pays, c'est PrestaShop, c'est Shopify. Que le marchand, il soit en France, en Suède, en Estonie, aux États-Unis ou au Brésil, au final, il a les mêmes problématiques e-commerce voilà, de marketing automation. Et donc, résultat, on est moins focus sur vraiment un pays en particulier. Voilà. Moi, je trouve que de plus en plus maintenant, l'anglais devient universel dans nos métiers. C'est-à-dire que il y a une dizaine d'années, quand les presse étaient encore en français, tu avais beaucoup de choses en français. Aujourd'hui, quand même, moi je vois chez Kiliba, maintenant les presses carrément sont en anglais. Et donc les marketeurs sont parlent anglais. Donc finalement, à partir du moment où ton logiciel il est en anglais, voilà, tu peux attaquer le monde en entier. C'est l'exemple que j'admire beaucoup de Lemlist qui tout de suite s'est positionné mondial. Et quand tu écoutes Guillaume, il t'explique que le matin, il parlait avec une partie du monde et puis l'après-midi avec une autre partie du monde. Voilà, et en fait, il n'y a plus de barrière en fait. Il n'y a plus de barrière. On est dans un monde qui est Internet et avec, nous dans notre cas, des pays qui sont les CMS auxquels on se branche. Et quand on aura ouvert des API pour se brancher à tous les CMS… mais pour autant, à un moment donné, il faut quand même que tu aies une recrue ou, tu vois, qui peut-être qui plus activement développe, je sais pas, les States ou le UK ou l'Europe du Sud, etc. Oui, alors assez naturellement, tu vois, nous par exemple, PrestaShop est leader en France et en Espagne. Donc là, typiquement de notre cas, naturellement, l'Espagne est un pays qui commence à éclore, voilà, puis parce que d'un point de vue civilisation, on est assez proche. Voilà, mais je pense que après, enfin oui, incontestablement, il y a une notion de culture et de civilisation. Mais à un moment donné, quand ta boîte atteint une certaine taille, tu as des gens qui rejoignent l'aventure et qui ont ces cultures-là. Et donc, en fait, ils savent parler. Tu dis naturellement, tiens, j'ai tant de clients en Espagne, bon, c'est peut-être le moment d'avoir une force de frappe commerciale. Mais tu vois, ça me fait rire parce que, en fait, quand je réfléchis un peu à l'histoire de Kiliba et même de Bedacom, mine de rien, même en France, on a une sorte on a des zones géographiques. Et tu vois, on a un commercial, par exemple, qui est breton d'origine. Et je peux te dire qu'il appelait tous les sites e-commerce de Bretagne. Et assez naturellement, on a beaucoup de clients en Bretagne. Tu vois, et en fait, finalement, ça revient un peu pareil. C'est quand tu recrutes quelqu'un qui a une double nationalité franco-espagnole ou là, on a un collaborateur qui va arriver qui est franco-brésilien. Je pense que assez naturellement, on va avoir des sites brésiliens qui vont arriver. Ouais, c'est intéressant, mais c'est un peu, tu reproduis ce que tu connais finalement là où tu es. Donc plus tu es diversifié aussi dans tes talents, plus tu vas aussi t'ouvrir finalement, que ce soit en France ou à l'étranger. Et juste pour revenir du coup sur ton go-to-market, globalement, toi tu te dis aujourd'hui je peux scaler ce modèle commercial jusqu'à justement ces 3 millions d'ARR et au-delà. Tu vois pas de cap sur ta capacité à aller rajouter des commerciaux par exemple et cette structure commerciale? Alors ça c'est un grand débat. Il y a ceux qui disent qu'on va scaler sans commerciaux parce que c'est plus rentable, voilà, et ce qui n'est pas forcément vrai. Nous aujourd'hui ce qu'on sait, c'est qu'on sait vendre avec une force de vente et on sait on sait scaler comme ça. Maintenant, on va aussi le faire avec du marketing et évidemment, parce qu'on doit passer par là, mais il y a deux choses qui sont très différentes. C'est le fait de mettre du marketing pour générer des leads sur une force de vente qui ensuite va prendre des rendez-vous, va faire des démos et va signer des contrats, versus faire du marketing en mode vraiment PLG où le client s'onboard tout seul et sort sa carte bleue à la fin tout seul. Et la petite erreur qu'on avait fait en 2019, c'est qu'on n'avait pas bien fait le distinguo entre ces deux choses-là. Et en fait, c'est très différent dans la manière d'appréhender les choses, parce que nous, on est un produit qui est très innovant. On n'a pas de concurrent aujourd'hui sur le marché, ça n'existe pas. Et résultat, il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès de nos clients. Et une pédagogie une personne qui explique à une autre personne la philosophie de Kiliba, pareil qu'une page, ça fonctionne. Par contre, sur une page web, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà. Et donc là, c'est un énorme défi qu'on a nous, c'est de travailler sur cette pédagogie-là. Après, avec le temps, et puis maintenant, il y a de plus en plus, l'intelligence artificielle et les algorithmes prennent de plus en plus de place sur le marché, et donc les gens commencent à comprendre. Mais il y a quand même au départ un enjeu qui est assez vertigineux pour les marchands, parce que tu branches Kiliba, puis tu ne sais pas vraiment ce qui va se passer. Tu sais pas ce qui sort derrière. Il faut faire confiance. Voilà, ça, mais en gros, tu dis autant dans ce cas-là, donc aller sur la lead gen, qui est pas product-led dans un premier temps pour aller bien comprendre aussi les pain points de tes clients, faire cette pédagogie.
potentiellement l'inclure dans ton produit derrière pour faire en sorte que ça transforme le mieux possible sur une stratégie complètement digitalisée et peut-être sur une catégorie aussi de commerçants Ouais, ça. Ouais. qui sont peut-être plus petits ou qui ont moins besoin d'accompagnement personnalisé. Ouais. Parce que j'imagine également que votre produit va se complexifier également, avec peut-être d'autres features plus avancées pour certains types de commerçants aussi, quoi. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que effectivement, sur les tout petits abonnements, tu vois, quand tu as un client qui paye 49 € par mois, c'est compliqué de lui consacrer 1 heure au téléphone pour lui expliquer comment ça marche. Donc, en tout cas, quand tu commences en mode vraiment start-up au tout début, tu prends le temps de le faire. Ouais. Mais à un moment donné, tu as une question qui arrive, c'est quel est ton coût d'acquisition client? Donc là, pareil, il peut y avoir plusieurs idées là-dessus. Mais c'est vrai que les sales doivent tendre vers des abonnements qui sont de 4, 5, 600 € par mois. Et les clients à 49 ou 100 € par mois, eux, ils doivent essayer au maximum. Enfin, nous devons faire en sorte qu'ils arrivent à s'onboarder tout seuls sans… Tu mettrais où la bascule à 400 € du coup par mois? Alors, je crois qu'il y a une différence entre les États-Unis et la France par rapport à ça. La question qu'il faut qu'on se pose, nous, c'est à partir de quand, même moi en tant qu'entrepreneur, à partir de quel moment j'ai besoin de parler à quelqu'un avant de sortir la carte bleue, tu vois. Et en gros, des abonnements, on va dire, à 300 €, donc 3600 € par an, tu dis, ok, j'ai pas besoin de parler à quelqu'un. Moi, je trouve qu'à partir de 5000, 6000 € par an, tu vois, avant de mettre ta carte bleue sans trop savoir la boîte qu'il y a derrière, ce qu'ils font, etc., tu es quand même content de pouvoir échanger. Voilà. Tu vois, ça commence à être des enjeux assez importants. Ouais. Mais c'est des choses qui ne sont pas évidentes à mettre le doigt dessus parce qu'en même temps, ça peut dépendre de ta marque. Plus tu es connu, et peut-être plus qu'il y a un trust implicite sur bon, bah, je sais dans quoi je m'engage en termes de produits, en termes de, je sais pas, de services. Là où qui peut être un peu plus difficile quand tu es très early en termes de boîte aussi, quoi. Oui, et puis après il y a aussi une notion qui invente, c'est est-ce que tu permets à tes clients de s'engager que sur un mois, tout à fait. Ou alors sur une année. Donc en fait, c'est vrai que tu dis, bon, bah, si je mets 500 € par mois ou même 700 € par mois, mais je peux sortir chaque mois si jamais j'estime que ça ne va pas, le décideur se sent libre et donc dans ce cas-là est moins exigeant sur le fait de rencontrer quelqu'un ou pas. Mais en même temps, ça, toi, sur tes métriques, on voit beaucoup de SaaS qui maintenant engagent à l'année, font payer directement, etc. Quoi. Alors nous, aujourd'hui, on propose un abonnement au mois le mois. Après, quand tu prends à l'année, tu as une remise. Et donc, en règle générale, les clients peuvent tester au début quelques mois et quand ils voient que ça marche, après, ils prennent à l'année. Et par rapport à tes concurrents, vous n'avez pas de concurrents exactement sur ce segment-là, mais l'emailing est quand même un espace assez concurrentiel par définition. Comment est-ce que tu vois le secteur se développer sur les prochaines années? Est-ce que vous misez justement tech, IA et les autres misent sur je sais pas, des équipes intégrées? Comment tu vois un peu ces dynamiques Alors en fait, le marché des éditeurs d'email marketing, il y a des très gros, comme des Klaviyo par exemple, qui sont valorisés à 10 milliards de dollars. Et puis il y a des plus petits éditeurs logiciels. Ce qui est assez intéressant, c'est que 100% de ces éditeurs demandent aux marketeurs de mettre les mains dans les outils. Et il y a très peu d'automatisation. Parfois, c'est un peu prémâché, mais franchement, le marketeur doit mettre en place ces choses. Nous, Kidiba, c'est la grande particularité de notre produit, c'est que le marketeur n'a rien à faire. Au départ, il avait tellement rien à faire que ça ne plaisait pas à nos clients. Donc, on leur a dit, OK, on vous laisse faire 2-3 choses quand même pour rassurer. Et c'est un élément de rassurance pour eux. Ma vision, c'est que depuis que je travaille avec des marchands, les équipes marketing n'ont pas beaucoup évolué. Tu as toujours, sur un marché de PME, 1 voire 2 personnes qui sont en charge du marketing. En revanche, la volumétrie des data a considérablement augmenté. Le nombre de canaux sur lesquels les marketeurs peuvent communiquer a considérablement augmenté. Et donc, à un moment donné, surtout dans une période de crise économique où tout se tend, il ne va pas y avoir de recrutement dans ces équipes marketing, il faut trouver d'autres leviers pour continuer à fidéliser des bases de données, à les maintenir, parce qu'une base de données qui n'est pas entretenue, c'est une base de données il va y avoir une certaine érosion sur la base de données. Et donc, je pense que l'intelligence artificielle et les algorithmes vont permettre d'aider les marketeurs pour continuer de gérer tout ce qu'ils ont à gérer. Et je vois avec Bellacom, qui est donc une agence qui vend du service auprès des marchands, mais de plus grosses boîtes que Kidiba,
qu'effectivement, nous, on nous demande de on nous sous-traite de plus en plus parce que les gens n'ont pas le temps. Et donc, même des utilisateurs de très grosses solutions n'arrivent plus à tout gérer. Ça devient trop complexe et trop compliqué. Donc nous, notre enjeu, c'est d'arriver à la fois pas du tout à proposer des nouvelles fonctionnalités à nos clients. En fait, on pousse des nouvelles fonctionnalités dans la plateforme qui s'enrichit mois après mois, mais sans que ça demande plus de temps aux clients. Ça, c'est un énorme enjeu. Et donc, ça passe beaucoup par l'IA. Donc, pour moi, le marché de l'email marketing, qui n'a pas bougé depuis 20 ans, Kiliba est en train de venir complètement le disrupter. Donc, il y aura un avant et un après Kiliba, c'est toute mon ambition. Et donc, résultat, pour moi, l'avenir de ce métier-là, il est dans des outils comme Kiliba. Donc un jour, on sera probablement copié, rattrapé, et c'est normal. Et j'ai aucun problème avec la concurrence parce que la concurrence permet de crédibiliser un marché et crédibiliser un positionnement. Mais toutes ces solutions qui n'ont pas innové depuis 20 ans, ou peu, enfin je veux dire, il y a eu des innovations, mais tu restes, c'est un marketeur qui planifie une campagne et qui va l'envoyer et qui va mettre en place des scénarios de marketing automation. Et tu mettrais à quel niveau le recruter un marketing manager? Il faut avoir combien d'emails? Est-ce que tu as une Alors ça dépend beaucoup de la stratégie des marketeurs et du niveau de maturité de l'entreprise. Tu as des sociétés où il y a un ou une responsable marketing qui fait tout, dont la partie email marketing. Et puis tu as d'autres entreprises où il y a quelqu'un qui est responsable uniquement de la partie campagne de marketing automation. Et résultat, et là tu as des gens qui sont brillants dans le paramétrage de ces normes de marketing automation, mais qui sont pas la majorité non plus des marques. Pas du tout, pas du tout, parce que c'est des profils qui sont assez rares, très recherchés, chers, qui peuvent aussi être chassés par des agences. Donc c'est compliqué pour les marchands. Peut-être dernière question, est-ce que là on a beaucoup entendu parler de OpenAI et du nouveau moteur GPT-3, pardon. Est-ce que ça rentre dans votre produit? Enfin, est-ce qu'il y a des... Ouais, alors ça, effectivement, la journée de mardi a été incroyable, tout le monde a parlé, voilà. Donc, au-delà du fait que c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils ont réussi à faire, oui, carrément. En fait, quand je dis ça, je dis, ok, c'est moi ce que j'ai en tête depuis le début de Kiliba. Mon objectif, c'est qu'aujourd'hui, on se copie à ce qui se fait sur le marché, c'est-à-dire des newsletters où tu pousses des produits avec de la recommandation produit à l'intérieur. Mais en fait, je pense qu'on créera beaucoup de valeur quand on arrivera à avoir une communication entre une marque et un client, qui peuvent être par email de la même manière qu'aujourd'hui ça existe déjà par chatbot, en disant, si je te dis, bah tiens, si je t'envoie un email en disant salut Étienne, tiens aujourd'hui j'ai une nouvelle collection de cols roulés, je pense que ça pourrait bien t'aller, qu'est-ce que tu en penses? Tu me réponds bah, carrément, mais moi je préfère, est-ce que tu as ma taille, tu vois, et avoir un échange comme ça. Et si je sais qu'en plus de ça tu es appétent à la promotion, je te pousserai des produits qui sont en promotion. Et donc là, ce sujet-là, il est clairement dans la ligne de mire de Kiliba, parce qu'aujourd'hui on n'est qu'à la première étape de la disruption du marché de l'email marketing avec ce qu'on fait aujourd'hui chez Kiliba, mais notre ambition elle est bien au-delà de tout ça et on va et j'espère qu'on tendra vers une relation entre l'internaute et le marchand qui sera notamment alimentée par des solutions comme OpenAI. Bah écoute, bravo pour tout ce que vous faites. Merci. Franchement, ça donne envie. Je pense que je recommande à tous les commerçants d'aller voir ce que vous faites et juste de tester, de regarder les taux de transformation. Et si ça bat leur campagne, je pense qu'il n'y a pas de débat. Il y a ça aussi. Et voilà, bah, je te remercie Et puis qu'ils n'hésitent pas, on a justement des commerciaux qui sont là pour leur expliquer s'il y a besoin de faire un peu de pédagogie par rapport au logiciel. Très bon commercial à rentrer en contact avec nous. Merci Amaury. Merci Étienne. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à suivre, à partager, à nous faire vos retours. Et on se retrouve sur le prochain épisode.